Madame, Monsieur, bonsoir. Les relations maroco-américaines sur fond de réélection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et d'ailleurs, une semaine après l'investiture du président américain, et ce à l'occasion d'un entretien téléphonique avec son homologue marocain Nasser Bourita, le secrétaire d'État Marco Rubio a d'abord salué le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour la paix et la sécurité régionale et internationale, rappelant aussi à l'occasion l'importance et la solidité du partenariat maroco-américain dans ce sens. Les discussions entre les deux chefs de la diplomatie ont également porté sur la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Et à ce propos, M. Bourita et M. Rubio se sont engagés à coopérer intensivement pour faire progresser les intérêts communs dans la région et mettre fin au conflit, notamment en s'appuyant sur les accords d'Abraham. Le communiqué du département d'État américain évoque aussi le volet économique du partenariat Maroc-US avec une ambition affichée par Washington d'étoffer les échanges et de dynamiser les investissements. Analyse et prospective ce soir des aspects multiples de la coopération maroco-américaine et du rôle pacificateur du Maroc, et ce avec nos invités. D'abord sur le plateau, professeur de Relations internationales à l'Université Mohammed V de Rabat, professeur Zakaria Boudahab, bonsoir. Bonsoir, chère Khadija, toujours un plaisir. Marhaba, largement partagé. Merci. Et un plaisir aussi que d'accueillir mon second invité depuis Abu Dhabi. Il s'agit du docteur Mohamed Badil Yatioui. Bonsoir, professeur Yatioui, comment allez-vous? Bonsoir et merci pour cette invitation. Plaisir d'être avec vous. Marhaba. D'abord, un mot sur le timing de ce premier entretien entre Nasser Bourita et Marco Rubio, et aussi un mot sur cette référence au rôle pacificateur du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Mohamed Badil Yatioui. Oui, c'est un appel qui est important et qui démontre la crédibilité du Maroc et le leadership qui est exercé par Sa Majesté le roi, qui est reconnu par la nouvelle administration américaine. Il faut noter aussi que Marco Rubio est un acteur important de la vie politique américaine depuis un certain nombre d'années, quand il était au Sénat, comme sénateur de Floride, et il avait notamment évoqué à plusieurs reprises la question du Sahara marocain. Et cet acteur majeur est désormais le patron de la diplomatie américaine. Et c'est évidemment une très bonne nouvelle pour le Royaume, et ses premiers propos démontrent à la fois la crédibilité du Maroc pour promouvoir la paix dans une région moyen-orientale et nord-africaine qui connaît beaucoup de problèmes, et aussi, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, le rôle que les États-Unis cherchent à jouer en Afrique et peut-être même à accroître. Là aussi, le Maroc, qui est au croisement, qui fait à la fois partie, bien évidemment, du continent africain et de la région MENA, au sens large, a un rôle particulier à jouer. Et ça, c'est très important que dès son premier coup de fil, Marco Rubio en ait parlé avec Nasser Bourita, et dans ses premières déclarations également. Donc on voit que le rôle du Maroc, qui est un rôle unique dans la région, soit mis en avant. Et ça, on l'espère, augure de bonnes relations entre ces deux pays qui ont une longue histoire, une longue trajectoire commune pour les 4 prochaines années. Je vous remercie pour cette transition, parce qu'il serait opportun de rappeler justement la chronologie des relations qui remontent à plus de 2 siècles. Zakaria Boudahab, en passant bien sûr par un épisode de la Seconde Guerre mondiale où le Maroc y a joué un rôle, sans oublier aussi comment la guerre froide a influencé les relations entre Rabat et Washington. Tout à fait, Madame Khadija. 2 éléments dans ce sillage. Le premier, c'est la conférence d'Anfa, qui a eu lieu de 1943 à 1944, avec la présence de feu le roi Mohammed V, participation de Roosevelt, ainsi que de Churchill, Winston Churchill. Et c'était à l'époque, d'ailleurs, 1944, c'est le manifeste de l'indépendance. Stratégiquement parlant, on peut dire que les Américains ont facilité la tâche aux Marocains de revendiquer une indépendance de la part des Français. Et c'est la raison pour laquelle l'atlantisme américain se connecte au Maroc, dans le sens où il y a pas mal de points de jonction. Et d'ailleurs, ça remonte à très loin, dans le sens où on peut évoquer
Mohammed III, qui est Sidi Mohammed ibn Abdillah, qui d'ailleurs, faut-il le rappeler, avait développé même des frégates marocaines et avait une politique maritime très ouverte vis-à-vis des États-Unis en particulier. Cela évidemment sans oublier que en 2021, je crois, 2022, nous avons fêté le bicentenaire de la création du premier consulat états-unien au Maroc. Et avec ce traité de paix et d'amitié maroco-américain signé le 25 janvier 1786. Exactement, au moment où le Maroc avait ses ambassadeurs, avait ses diplomates, etc., qui n'avaient rien à envier à leurs homologues européens ou d'autres. C'est le premier point. Le deuxième point, me semble-t-il, il est extrêmement important, c'est que feu le roi Hassan II, et avec évidemment feu le roi Mohammed V, ont fait le choix du pluralisme. Dès d'abord, les lois fondamentales de 58, la première en 62, cela évidemment épousait la conception libérale dont les États-Unis faisaient leur sacerdoce. Et ça fait partie, on va dire, d'une vision, à mon sens, qui est très prospective. Nous récoltons aujourd'hui les fruits de cette politique de modération, mais également d'adossement aux logiques internationales, loin de toute friction idéologique, etc. Aujourd'hui, nous sommes dans une accélération, comme disait Cilia Thioui. J'aurais juste ajouté un petit point, mais cela est extrêmement rapide. Le timing est important. Il y a 2 jours, le président ou le chef de l'Africom avait visité l'Algérie. On peut se poser la question, pourquoi? Parce que, justement, M. Marco Rubio, qui avait défendu l'acte américain contre tous les États qui contournent les actions américaines, notamment les sanctions contre des groupes terroristes ou des États qui le financent, fait que probablement l'Algérie peut-être était un peu rangée de ce côté-là. Marco Rubio, qui était un fervent défenseur, évidemment, des États-Unis, ça va de soi, et contre tout rachat des armes de la part de l'Algérie auprès des Russes. On s'en souvient, cela avait attisé les critiques. Et si aujourd'hui, Marco Rubio, dans le cadre d'une administration Trump revu et corrigé, avait eu cette conversation, insisté sur le rôle du Maroc dans la lutte contre le terrorisme, je pense que le timing n'est pas anodin. Il y a, au-delà du hasard de calendrier, quelque chose qui se projette aujourd'hui. Hasard de calendrier, d'autant plus que c'est vraiment presque une semaine, jour pour jour, après la cérémonie d'investiture et donc l'officialisation de Marco Rubio à la tête du département d'État américain. Justement, Mohamed Badili Lathioui, puisqu'on est dans la chronologie, avant de parler de comment le retour de Donald Trump peut influencer les relations maroco-américaines, retour à décembre 2020, quand les États-Unis d'Amérique reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara et l'impact de cette décision historique d'un membre du Conseil de sécurité de l'ONU sur ces relations entre Rabat et Washington. Alors, ce qui s'est passé en décembre 2020, comme vous l'avez dit, c'est ce qu'on appelle fréquemment un turning point. Ça a été le moment en fait où on a eu clairement un espèce de Big Bang diplomatique, puisque à partir de ce moment-là, aussi bien évidemment la position américaine que la position marocaine et on va dire la posture marocaine sur le plan diplomatique ont considérablement évolué. On a vu que l'administration Biden, entre Trump 1 et Trump 2, n'était pas revenue sur cette décision, ce qui est évidemment quelque chose de très positif. Et il y avait des craintes au tout début du mandat de Biden, puisque la gauche démocrate et certains de ses membres, aussi bien à la Chambre des représentants qu'au Sénat, auraient pu essayer de remettre en question, mais il n'en a pas été question du tout. Et ça, c'est un élément très important qui prouve en fait la solidité des liens entre les deux pays et qui permet à la fois au Maroc, qui a permis à la fois au Maroc de marquer des points significatifs sur ce dossier, puisque ensuite d'autres pays membres ou non membres permanents du Conseil de sécurité ont fini par changer leur position, que ce soit l'ancien colon espagnol ou un autre membre du Conseil de sécurité, membre permanent, qui est la France, plus récemment, en 2024. Et là, on voit qu'on a une vraie évolution de la relation aussi entre le Maroc et les États-Unis à partir de ce moment-là, puisqu'il y a une accélération des partenariats sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, et bien évidemment sur le plan diplomatique, certaines positions communes entre le Maroc et les États-Unis sur les dossiers régionaux sensibles dans une région, comme je le disais tout à l'heure, qui souffre de beaucoup de troubles et de crises. Alors, décision qui a été prise, bien sûr, en décembre 2020 par ce même Donald Trump, qui revient à la Maison-Blanche. Comment le retour de Donald Trump, Mohamed Badili Lathioui, à la présidence en 2025 pourrait-il, encore une fois, influencer ses relations maroco-américaines?
Alors, on voit que la décision qu'il a prise en décembre 2020 était une décision historique. Il a franchi un cap que personne n'avait franchi jusque-là, et c'est un élément fondateur, comme je disais tout à l'heure, de la nouvelle relation maroco-américaine. On peut se demander si, là, cette fois-ci, il ne voudra pas aller au bout de ses promesses. Et on se souvient qu'il avait parlé d'un consulat, donc un consulat à Dakhla dans les provinces du Sud. Ça serait un élément très important qui prouverait à la fois, qui consoliderait la position américaine qui est très forte et qui est très importante pour la résolution définitive de ce conflit artificiel, et aussi pour démontrer que les Américains, avec le Maroc, souhaitent aller vers un partenariat sur le très long terme, et aussi, pourquoi pas, développer à partir des provinces du Sud avec le Maroc une relation africaine renouvelée, alors que lors de son premier mandat, le président Trump ne s'était pas trop intéressé à l'Afrique, mais les circonstances régionales, notamment au Sahel et aussi dans la région des Grands Lacs, ont considérablement évolué ces 4 dernières années. Les Américains ont un rôle très important à jouer, et évidemment, ils ont besoin de partenaires crédibles, ils ont besoin de stabilité, et le Royaume du Maroc a toute sa place. Si on prend aussi au Moyen-Orient, le nombre de partenaires fiables pour les Américains reste assez limité. Et là encore, le Royaume du Maroc, du fait notamment du leadership de Sa Majesté, et principalement du fait qu'il soit le président du comité Al-Quds, aura un rôle considérable à jouer dans le futur pourparlers entre Palestiniens et Israéliens, qui finiront un jour ou l'autre par arriver, on l'espère, le plus tôt possible. Exact. Et justement, avant de parler de ça, juste un petit rappel, c'était pendant une audition au Sénat américain, c'était le 15 janvier, donc avant l'investiture et avant sa prise de fonction, Marco Rubio a déclaré que les États-Unis accordent une importance particulière au continent africain durant le mandat second de Donald Trump, et de rappeler aussi l'importance, et qualifiant le modèle exemplaire en Afrique dans de nombreux domaines, donc le modèle marocain. Zakaria Boudahab, pour revenir justement à ce communiqué du département d'État qui dresse un peu les principaux points qui ont été discutés entre Marco Rubio et Nasser Bourita. On parle du Maroc comme pacificateur, on parle aussi du Maroc, du rôle du Maroc dans les conflits et les processus de paix au Proche-Orient. Un mot sur cela, et sur, par ricochet aussi, l'ensemble de la région, la stabilité, la sécurité, tous ces mots ont figuré dans ce communiqué, dans la région, donc la sous-région africaine. Tout à fait. Le second élément, Madame Khadija, et d'ailleurs je voulais vous féliciter pour le centenaire, en fait, sans émission, une centaine d'émissions de questions d'actualité. Bravo. Pour cette saison. Cette saison, exactement, depuis septembre. Oui. Absolument. Pourquoi? Parce que c'est de longue date. Moi, je crois qu'il y a un capital qui a été investi sur le plan géopolitique et autres par les rois du Maroc, depuis longtemps d'ailleurs. Et ce sont des positions, à mon sens, qui sont stratégiques, qui ne sont pas précipitées, mais qui dénotent d'une réflexion approfondie. D'ailleurs, en 1994, souvenons-nous, le Maroc a abrité la première conférence sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Et c'était en grande pompe à l'époque, à la suite des accords d'Oslo, 1 et 2, torpillés par la suite. Ce n'est pas là le sujet, mais je voudrais ici dire que, dès le départ, le Maroc s'est inscrit dans une logique de médiation, je dirais de bonne loi, sans prendre des positions catégoriques tranchées. Parce qu'il sait faire aussi de la réelle politique, il connaît le terrain. Et par ailleurs, M. Marco Rubio, quand il a évoqué ce rôle pacificateur du Maroc, c'est suivant des actes sur le terrain, palpables, concrets. Par exemple, l'acheminement des aides par rapport à Gaza, et de quelle manière on était les premiers à avoir utilisé par voie terrestre les convois, justement pour apporter non seulement de l'aide alimentaire, mais également des médicaments, etc. Évidemment, le Maroc, traditionnellement, au moment où le conflit idéologique battait son plein, les années 80, avait même pris de l'audace sur le plan géopolitique en tentant de la médiation entre Palestiniens et Israéliens. Puis à l'époque, les Palestiniens se sont un peu fâchés, par-ci, par-là, mais que le roi Hassan II et son digne successeur, le roi Mohammed VI,
voyait très loin parce que les décisions prises n'étaient pas du tout conjoncturelles, mais s'inscrivaient dans une logique sur le long terme. Et vous avez si bien dit tout à l'heure en parlant de prospective. Je crois que les États-Unis aujourd'hui savent très bien quand ils parlent de ce Middle East and North Africa que le Maroc est un État pivot par rapport non seulement à l'Afrique du Nord, mais aussi au Moyen-Orient. Et je crois qu'il y a là allusion faite à la possibilité de ressusciter les accords d'Abraham, dont aussi M. Marco Rubio, on a été l'un des artisans, sinon des parties prenantes, au moment où elles se confectionnaient à partir, je crois, de 2018 quelque part. Et deuxièmement, je pense, Mme Khadija avait posé la question sur le Sahel, me semble-t-il. Exactement, de stabilisateur aussi dans la sous-région. Parce qu'il y a des acteurs étrangers qui se bousculent au pourtillon. Évidemment, on sait très bien qu'il y a la haute politique et ces acteurs, ce sont des superpowers, comme on dit. On fait allusion à la Russie, notamment avec Wagner, Africa Troops, et les problématiques au Mali, Burkina Faso, Niger, qui, rappelons-le, ont décidé, une fois pour toutes, de se retirer de la CEDEAO, finalement, de créer, je pense, une force commune, etc. Les États-Unis ne voudraient absolument pas laisser cette zone no man's land. Et ils savent très bien que les projections atlantiques américano-marocaines se connectent par rapport à ça, lutte contre la piraterie maritime, Golfe de Guinée, terrorisme, crimes transnationaux. Et je crois qu'il y a de belles perspectives en termes de coopération dans ce genre de questions fondamentales. Alors, en dehors de... D'abord, un mot sur, justement, ces accords d'Abraham et sur le renforcement, Mohamed Badil Yatioui, de la coopération pour plus de pacification dans la région, pour les intérêts de tout le monde, pour des intérêts communs, pour reprendre les termes de Marco Rubio. Oui, on a vu que depuis 1 an et demi, bientôt, la situation au Moyen-Orient est de plus en plus complexe. Il y a eu une aggravation de la violence avec un certain nombre d'acteurs étatiques et non étatiques qui ont tout fait pour torpiller la paix dans la région. Là, on voit que le plus gros challenge pour l'administration Trump, et notamment pour Marco Rubio, ça va être de convaincre l'Arabie saoudite de rejoindre les accords d'Abraham. Pour le moment, la diplomatie saoudienne a été claire. Il n'y aura pas de signature sans la reconnaissance d'un État palestinien. Donc, reste à voir jusqu'où iront les négociations entre les États-Unis et la grande puissance arabe du Moyen-Orient. Donc, ça va être un élément très important à suivre et très intéressant. Les relations avec les Émirats et Bahreïn, notamment dans le cadre des accords d'Abraham, fonctionnent assez bien, surtout du côté émirati. Reste à voir quels sont les acteurs qui vont accepter de rejoindre le train des accords d'Abraham et pourquoi faire. Et évidemment, le Maroc aura un rôle significatif à jouer puisqu'il a un rôle très particulier à la fois de soutien aux Palestiniens et aussi d'être un interlocuteur, un médiateur avec la partie israélienne. Ce qui manque aujourd'hui côté israélien, c'est peut-être aussi la volonté de la part du gouvernement israélien, notamment de son chef de gouvernement, Benjamin Netanyahou, de négocier quoi que ce soit. Donc on sait que la situation politique en Israël peut très vite changer du fait de l'instabilité gouvernementale et parlementaire. Et à ce moment-là, évidemment, Donald Trump et son équipe voudront intensifier, on va dire, les négociations. Et le Maroc aura, on l'espère, un rôle important à jouer du fait de la crédibilité de sa position et du leadership de Sa Majesté. Donc les accords d'Abraham, ça va surtout être l'Arabie saoudite à venir et peut-être d'autres acteurs, mais principalement l'Arabie saoudite. Et là, la crédibilité, bien évidemment, de Donald Trump au Moyen-Orient va se jouer sur sa capacité à faire stopper les armes, tout comme en Ukraine d'ailleurs, qui est un autre dossier, et à appliquer sa fameuse théorie de la diplomatie transactionnelle, c'est-à-dire arriver à des accords, à des deals. C'est ce qu'il a pendant longtemps mis en avant pendant la campagne électorale, et sa capacité à mettre en place des deals concrets avec des bénéfices pour toutes les parties feront qu'il sera considéré comme on va dire, un président qui aura eu une influence significative sur le conflit moyen-oriental qui dure depuis maintenant plus de 75 ans. Ou pas. Et c'est là-dessus que ça va jouer. Je pense que Marco Rubio aussi va essayer avec l'ensemble du département d'État d'intensifier les négociations et de pousser à des accords. Et on le sait, historiquement, lors de toutes les négociations qui ont pu avoir principales sur le conflit israélo-palestinien, le Maroc a toujours eu un rôle significatif pour rapprocher les positions et essayer de mettre les gens autour de la table. Exact. Alors,
Au-delà de la position géographique et géostratégique du Maroc, quels sont les autres atouts pour davantage fructifier ce partenariat entre Rabat et Washington, puisqu'on est dans la prospective? Bien sûr, j'en citerai deux, me semble-t-il, comme vient de le ressasser Syed Badawi en parlant de la diplomatie transactionnelle, de win-to-win, winner-winner. L'économique est important puisque nous avons un socle d'accords et d'instruments juridiques permettant aux deux parties doper leurs échanges internationaux. Et d'ailleurs, je crois que récemment, une commission maritime américaine, à partir du groupe danois Maersk, avait décidé de faire escale désormais au niveau du port de Tanger Med au lieu d'Algésiras, ce qui a un peu froissé les Espagnols, ce qui fait qu'il y a aujourd'hui une possibilité de gagner davantage et de réduire les coûts en termes d'activité de transbordement. Et je crois que c'est très substantiel, c'est important. Je pense que le port de Dakhla Atlantique, à l'avenir, va jouer aussi un rôle pivot, notamment pour ce qui est des échanges commerciaux avec le reste de l'Afrique, en considérant que le Maroc représente vraiment un point d'ancrage. Tout à fait, absolument. Pour les produits américains. Tout à fait. Si cher à Donald Trump. Une logistique qui se développe de façon considérable. Et tout à l'heure, j'ai eu mémoire une visite de la fille de M. Donald Trump. Il y a 2 années, il était à Sidi Kassem, d'ailleurs, elle a dansé avec les femmes marocaines. Pourquoi? Parce que dans la démarche états-unienne, il y a une continuité, quand bien même M. Trump n'était pas à la Maison-Blanche. Cela veut dire qu'il y a en politique publique the path dependence, la dépendance au sentier emprunté, des investissements qui ont été déjà, on va dire, annoncés et des fonds injectés dans le cadre du Millennium Challenge Account et au-delà. Et ce qui fait la démarche américaine, moi je crois qu'elle est aussi transtemporelle. Elle prend en considération le temps long, comme disait le grand historien Brodel. Je reviens à l'économique, c'est important. Aujourd'hui, il est vrai, et peut-être ce sera l'une des idératas marocaines, c'est l'investissement opérationnel du consulat à Dakhla, de sorte que celui-ci contribue à jouer véritablement un rôle de locomotive au niveau régional et au-delà. L'aspect second que je voudrais ici évoquer, l'aspect culturel, échange universitaire, parce que nous faisons partie... diplomatique, bien sûr. Yes, as you know, Madame Khadija Fulbright, depuis les années 80, je pense 84 si ma mémoire est bonne, chaque année il y a des professeurs, il y a également des étudiants qui font de la mobilité, ce qu'on appelle entrante et sortante, et cette dimension humaine, culturelle, estudiantine, elle est fondamentale parce qu'il y va de l'amplification du soft power américain et vice-versa. N'oublions pas la communauté marocaine aux États-Unis. Et puis cette histoire des Moritz qui, dit-il, hante des racines, qui porte le tarbouche fessi, etc. Donc il y a ce cordon culturel humain absolument à développer et à renforcer. Et peut-être aussi aujourd'hui, c'est une opportunité d'investir beaucoup dans l'anglais ou l'anglo-américain, de sorte que nous puissions atteindre aussi des couches américaines profondes, de la société profonde américaine. Mohamed Badiliachi, oui, dernière question dans l'exercice diplomatique. Donc après ce premier échange entre les deux chefs de la diplomatie, Marco Rubio et Nasser El-Bourita, à quoi doit-on s'attendre dans les semaines et les mois à venir pour concrétiser, pour consolider la solidité, l'importance, pour, encore une fois, reprendre les termes du chef de la diplomatie, des relations entre Rabat et Washington? Alors, on voit qu'au niveau des paroles, tout est allé assez vite entre les deux patrons de la diplomatie, des différentes diplomaties. Maintenant, il va falloir passer des paroles aux actes et il faut s'attendre, je pense, au cours de l'année 2025, à différentes réunions de très haut niveau entre ces deux personnes, mais aussi entre différents acteurs gouvernementaux de part et d'autre pour créer en fait des instruments et des mécanismes de coopération et pour passer en fait des paroles aux actes. C'est ce qui va être, je pense, pour les deux parties, l'élément principal de 2025 afin de pouvoir tranquillement, j'ai envie de dire, face à toutes les crises qui peuvent arriver au niveau mondial, au niveau régional, être capable d'avoir des espaces de discussion, des mécanismes de gouvernance efficaces qui permettent de prendre des décisions communes et aussi de travailler main dans la main pendant les 4 prochaines années et même au-delà, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, entre Trump 1 et Trump 2, il y a eu une administration démocrate et les choses se sont bien passées dans l'ensemble. Donc là, on s'attend à une nouvelle dynamique, c'est-à-dire on connaît la personnalité de Donald Trump, on sait qu'il a pris une décision historique sur laquelle
Nous sommes revenus tout à l'heure, c'est de décembre 2020. Et là, on sent qu'il y a une fenêtre de tir très importante pour le Maroc et qui est peut-être même unique puisque nous fêterons au mois de novembre les 50 ans de la Marche verte. Et là, à ce moment-là, un consulat à Dakhla serait un élément, on va dire, très important au-delà de l'aspect symbolique et voir aussi au sein des Nations Unies quel type de pression les États-Unis vont mettre en place pour soutenir la position marocaine au sein du Conseil de sécurité, avec un autre acteur important de ce Conseil de sécurité qui est la La France. France, la République française. Yes. Et ce que chuchotait à l'instant Zakaria Boudab, c'est que la next step aussi, c'est la nomination Nouvel ambassadeur américain à Rabat. Et véritablement, il va jouer un rôle comment on appelle ça, d'interface Facilitateur. pour donner aux déclarations de M. Marco Rubio toute son effectivité, mais également, je crois que M. Trump voudra marquer l'histoire. Il va procéder par élimination, comme on dit aux mathématiques. Cette fois-ci, il va certainement acter et aller de l'avant. Et je crois que nous pouvons dire que les 4 prochaines années seront bénéfiques pour le Maroc. et pour les États-Unis, pour le win-win Évidemment, que yes, vous citiez tout à l'heure. of course. Merci Zakaria Boudahab. Et merci Marhaba. à vous également, Mohamed Badiliati, oui, d'avoir enrichi ce débat comme à l'habitude. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est un plaisir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Très bonne soirée à tous.